Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Alémonière, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia, et je mentionne la sortie de votre tout dernier ouvrage Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. Félicitations Patricia. Ziad Limam est également avec nous ce soir, comme chaque vendredi. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. À la une du mois de février, Ziad, Trump, l'Empire et nous, un mot là-dessus? Oui, parce que l'Afrique est aussi dans le radar trumpien, alors qu'il avait souvent dit que c'était un continent avec des pays de... Voilà, mais sur le plan des taxes, des douanes, des matières premières, des accords militaires, etc., ils sont très présents. Il y avait le renouvellement de l'AGOA, qui était, on en parlera tout à l'heure peut-être rapidement, qui était le fameux concept de soutien des États-Unis à l'Afrique, la Chine. Enfin, voilà, on fait partie du monde trumpien. Voilà, c'est à lire dans Afrique Magazine. Thomas Houfnung est également avec nous ce soir, le chef du service Monde à La Croix, à la une de l'hebdo. Thomas, les 4 ans de la guerre en Ukraine. Oui, on y arrive malheureusement dans la semaine prochaine et on a notre envoyé spécial Laurent Larcher qui a passé plusieurs semaines sur la ligne de front, qui a parcouru toute la ligne de front et qui nous raconte la vie des Ukrainiens et des Ukrainiennes à l'ombre des frappes russes. Et également à lire donc ce week-end. Et puis Éric Truand est également avec nous, dessinateur entre autres pour le média Sans doute.info. Bonsoir Éric, et également membre, on le sait, de Cartooning for Peace. Au sommaire donc de l'émission ce soir, l'arrestation d'Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, inédit depuis 4 siècles pour un membre de la famille royale britannique. La police le soupçonne de faute professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques du temps où il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international. À la une des médias britanniques ce vendredi, une photo de l'ex-prince, l'air hagard, à la sortie du commissariat après une garde à vue de 12 heures. Également au sommaire, première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump à Washington, créée pour superviser la reconstruction de Gaza. La Maison-Blanche a annoncé 7 milliards de dollars d'aide pour Gaza et l'envoi de milliers de soldats dans le cadre d'une force de stabilisation. Donald Trump qui, par ailleurs, laisse toujours planer le doute sur une intervention en Iran. Et puis ce rapprochement stratégique entre la France et l'Inde, où Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine pour signer un accord de libre-échange à l'occasion du sommet international sur l'intelligence artificielle. L'Inde a approuvé l'achat, on le sait, l'achat à venir de 114 voire 145 Rafales à la France, selon certaines sources, et tenter de promouvoir un modèle d'IA qui ne soit ni dépendant de la Chine ni des États-Unis. Voilà, et avant de développer ces 3 thèmes, tout d'abord, un mot, bien sûr, ce soir de cette décision tombée donc ce soir de la Cour suprême aux États-Unis qui a jugé illégale une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump à ses partenaires. Cette décision concerne les droits de douane dits réciproques. C'est un revers politique de taille sans contexte pour Donald Trump qui parle de honte et affirme qu'il a un plan B pour les faire appliquer. Un rapide tour de table des réactions après cette décision de la Cour suprême qui commence. C'est effectivement une claque pour le président américain qui s'est autorisé et qui a invoqué un décret possible d'état d'urgence pour jouer sur les droits de douane. Là, la Cour suprême, qui est pourtant à majorité républicaine et très conservatrice, a dit non, c'est au Congrès que revient le pouvoir de jouer sur les droits de douane ou pas. Donc c'est une claque. Donc la démocratie est toujours bien vivante. Ce que j'allais dire, effectivement, c'est la Cour suprême, on la disait, acquise à Donald Trump, comme l'a dit Patricia. Je crois que la majorité des juges est conservateur, considéré donc comme acquise du cas à Trump. Mais là, on voit que les contre-pouvoirs, ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle. En fait, ça sera étudié dans les écoles de droit, je pense, pendant des années, parce que c'est un arrêt fondateur de la limite des pouvoirs présidentiels. Après, ça va être le bazar absolu, parce que comment on va gérer ce problème. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'attaque, c'est pour ça qu'il est très en colère aussi, à un fondement de sa pensée brillante économique, qui est la taxe et la douane. Et ça, d'être démoli publiquement comme ça, je pense qu'on va en entendre parler ce soir. Il dit avoir un plan B, on verra de quoi il s'agit. Toujours des plans B. Voilà, on verra ça sans doute dans les prochains jours. Allez, premier thème donc d'une semaine dans le monde ce soir. Je vous le disais donc en titre, ce coup de tonnerre dans l'affaire Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor, ex-prince Andrew et frère du roi Charles III, qui a donc été arrêté cette semaine sur son domaine de Sandringham dans l'est de l'Angleterre. Une première depuis 400 ans pour un membre de la famille royale britannique. On savait déjà qu'il apparaissait à de très nombreuses reprises dans les Epstein Files. On a notamment vu ses photos
accablante où il a la main posée sur le corps d'une jeune femme dont le visage est dissimulé. En l'occurrence, cette arrestation est liée à des soupçons de faute professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques du temps où il était donc l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international. Et fait inédit, vous le voyez à l'antenne, ce communiqué quasi immédiat du palais de Buckingham après l'arrestation indiquant que la justice devait suivre son cours. On va tout de suite écouter quelques réactions au Royaume-Uni. C'est un signe du monde dans lequel on vit, où les puissants n'ont aucune responsabilité, aucune éthique. Et puis il vient d'un milieu corrompu, où l'on se croit au-dessus des lois. Je suis ravie, tant mieux, il l'a bien mérité. Il aurait dû être arrêté il y a bien longtemps, très franchement. Il a complètement abusé de ses fonctions, donc oui, c'est une bonne chose pour les victimes. Quoi qu'il lui arrive, je pense qu'il le mérite pleinement. Il a été déchu de ses titres et tout ça. Je pense, enfin honnêtement, il ne lui arrivera rien si on y réfléchit. Sa famille le protège complètement. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais j'espère qu'il aura ce qu'il mérite. Voilà, Thomas, il est empêtré, on le sait, dans l'affaire Epstein depuis 2011 et ses accusations d'agression sexuelle par Virginia Giuffre. La descente aux enfers continue donc pour l'ex-prince. Oui, parce que comme vous l'avez dit, ça traîne cette affaire depuis plus de 10 ans, je crois. Donc on sent qu'il descend palier par palier l'escalier, la descente aux enfers. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui a été dit aussi d'ailleurs dans le reportage, c'est que, et ce que vous avez dit aussi en introduction, c'est la réaction très très rapide du roi Charles III. Il dit Buckingham dit ne pas avoir été informé au préalable de cette arrestation. Oui. En tout cas, c'était très rapide. Oui, en tout cas, tout de suite, le roi a déclaré que la justice devait suivre son cours et que la monarchie coopérerait parce que c'est une nouvelle crise. Et c'est vrai, ça a été dit aussi, c'est inédit depuis le XVIIe siècle qu'un membre de la famille royale soit arrêté. À l'époque, la personne avait été décapitée. Il a été arrêté, emprisonné, décapité. Donc, ce n'est pas ce qui va se passer pour Andrew. Donc, il a été déchu de ses droits. Il a dû quitter la résidence qui appartenait à la monarchie. Donc, peu à peu, il est écarté. Mais là, à nouveau, c'est un palier très important qui a été franchi. Il va devoir rendre des comptes. Mais ce qu'a dit aussi, je crois, une personne interrogée dans le reportage, et c'est vrai que la monarchie a mis beaucoup de temps avant de réagir. Ça a été étouffé quand même. Il y a une forme d'impunité. Après du temps où Élisabeth II était toujours vivante, on sait que c'était son fils chéri, peut-être que ça avait contribué justement à parce qu'on a voulu éviter reporter des décisions difficiles. Ouais. Ils ont voulu éviter le scandale et puis la monarchie est rattrapée par ce scandale. Quel va être l'impact ? C'est pas la première fois que la monarchie fait face à une épreuve massive, importante. On se souvient de ce qui s'était passé à la mort de Lady Di. Elle a toujours rebondi, il y a une forme de résilience. Les Britanniques sont très, très attachés à leur monarchie. Mais là, c'est vrai que c'est un coup quand même très, très fort. Et c'est pour ça, encore une fois, je pense que le roi a réagi aussi vite. Patricia, britannique de cœur, un véritable coup de tonnerre au Royaume-Uni. Ah oui, là, vraiment, tous les Britanniques, effectivement, sont secoués. Même les Républicains, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Alors, dans cette affaire, il y a deux affaires, en fait. Parce que là, effectivement, il y a eu une arrestation d'un ex-prince. Donc, si on regarde le verre à moitié plein, on dira, voilà un État, une démocratie parlementaire qui sait faire respecter la justice puisqu'elle procède à une arrestation. Et je vous signale, par rapport à tous les Epstein Files qui sont dans le monde entier, on n'a pas beaucoup d'arrestations à ce jour. De personnages et d'enquêtes. On a des enquêtes en France, en Norvège, mais on n'a pas grand-chose sur un plan purement avec des arrestations, etc., et conduite au poste de police. Et là, en l'occurrence, c'est un prince. Là, c'est le verre à moitié plein. Et puis, on peut regarder quand même le verre à moitié vide, parce que là, cette affaire concerne, on va dire, une malversation et un détournement et même une trahison financière, mais on ne parle pas pour l'instant de l'aspect salace, entre guillemets, c'est-à-dire des aspects viol et autres de jeunes filles et mineures pour certaines. Il y en a une qui s'est suicidée. En tout cas, la famille de Virginia Giuffre aujourd'hui a réagi en se félicitant de cette avancée. L'enquête ne concerne pas ce dossier-là. Oui. Et là, c'est la transmission de documents confidentiels c'est financier, l'enquête. Sur l'aspect, finalement, j'ai envie de dire sexuel ou de détournement de mineurs et autres, là, pour l'instant, ça n'est pas concerné. Et c'est bien là que le bas blesse. Parce que c'est bien là que la monarchie a couvert, comme l'a très justement dit
mon voisin de gauche. Parce que la monarchie a négocié avec la jeune femme qui s'est suicidée, a négocié son silence. Alors, dans le cadre du droit américain, etc., des accords qui se passent entre plaignants et accusés. Donc, mais la reine mère, enfin la reine pas mère, l'ancienne reine, la reine défunte, a couvert son fils par une procédure. Elle a déboursé 12 millions d'euros, je crois, l'équivalent, dont un a été donné par le prince qui était à l'époque le prince et qui n'était pas encore le roi, par le prince, dont 1 million. Donc, de cette affaire financière, qui est plutôt positive, à mon avis, au regard de la monarchie et de l'État britannique, on risque de passer à l'autre volet du scandale. Et là, l'autre volet du scandale touche la couverture de toute la famille royale qui était au courant des frasques d'Andrew depuis fort longtemps. Andrew, qui est le véritable boulet de la famille royale britannique, on peut le dire. Oui, enfin, en tout cas, on a même senti un énorme agacement du prince William par rapport à toute cette affaire. Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste des agacements de la famille entre elles. Bon, je comprends qu'effectivement le boulet... moi, ce que je vois, c'est qu'il incarne vraiment ce que dit Patricia, c'est-à-dire il incarne vraiment les deux volets de l'affaire. C'est-à-dire il est d'une part mêlé totalement dans les histoires de criminalité sexuelle et il est mêlé totalement dans l'aspect business, échange, connexion, etc. Alors bon, c'est très, très spectaculaire parce que c'est un prince, et ex-prince, et puis on aime bien aussi voir chuter les princes, et c'est bon, ça, mais sur le fond, c'est quand même très interpellant sur les deux dossiers. Mais il y a d'autres personnalités qui vont suivre. Je pense que c'est juste que ça va prendre du temps. La machine prend du temps d'abord parce qu'il y a 3 millions de documents. Donc, je ne sais pas si on visualise ce que c'est que 3 millions de documents. Il paraît qu'il y en a presque autant qui ne sont pas, voire plus, qui n'ont pas été dévoilés. C'est très difficile de faire tous les liens. Il y a beaucoup de gens qui se protègent. Il y a un ancien Premier ministre israélien, un ancien ministre norvégien, qui je crois d'ailleurs a fini en garde à vue lui aussi. Il y a des personnalités. En France... le mystère de tout ça, c'est les États-Unis. C'est sympa d'achever l'ex-prince, mais aux États-Unis, qui est quand même... On parle plus de Donald Trump, c'est ça? Ah oui, Donald Trump, il y a des gens qui sont cités nommément. Il y a Bill Gates apparaît. Il y a des tas de gens très puissants. Bill Gates qui a d'ailleurs annulé sa prise de parole au sommet sur l'IA en Inde. Voilà, ce qui me surprend, c'est il se passe quoi aux États-Unis et on a l'impression que... ce qui pourrait se passer aux États-Unis est du type déflagration. Donc, on y va... on n'y va pas, même. Enfin, on n'y va pas, on y va. Est-ce que le président est mêlé? Comment on fait? C'est quoi ces 3 millions de documents de plus ou encore plus? Pourquoi ils n'ont pas été libérés comme la loi le demandait? Et il y a une espèce... Enfin, j'ose pas dire le mot, mais on sent quand même une omerta relative. Faut pas que ça explose. Chacun son tour, sans doute. Ouais. Donc en tout cas, c'est vrai que pour le moment, le Royaume-Uni est sans conteste le pays dont on parle le plus dans toute cette affaire, avec aussi donc, le Premier ministre Keir Starmer qui est toujours en grande difficulté par rapport à toute cette histoire de Peter Mandelson, donc ancien ambassadeur à Washington, qu'il avait nommé, alors que visiblement, on connaissait déjà ses casseroles. Oui, il a dit, Keir Starmer, qu'il avait commis une erreur, je crois, qu'il regrettait de l'avoir nommé, mais il l'a nommé. Donc effectivement, c'est ce que disait Ziad, c'est vrai que la déflagration, elle est mondiale, parce qu'il y a eu on a cité des personnalités en Afrique, en Inde, très proche de Narendra Modi, qui est aussi qui était en contact avec Epstein. Pour l'instant, Trump passe à travers. Il vient encore de dire que lui, de toute façon, il était blanchi dans cette histoire. Au Royaume-Uni, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est quand même quel était le rôle du prince Andrew, ce envoyé spécial pour le commerce. Donc il avait accès à des documents confidentiels. Quelle est sa légitimité autre que d'être un membre de la famille royale, donc de représenter les intérêts britanniques? Et puis voilà, il n'y a pas de contrôle véritablement, donc je pense que quand même ça peut interpeller quand même pour la suite. Un rôle de représentation comme pour le prince William, etc., ça on se dit que ça paraît tout à fait logique, c'est le prestige de la monarchie, mais un rôle exécutif... et Charles III était, si je ne me trompe pas, hostile à cette idée de sa nomination justement à ce poste. À sa nomination, il avait interpellé sa mère en lui disant, la reine, en lui disant que c'était une mauvaise idée. Mais il faut savoir que le nom d'Andrew a été proposé à la reine par qui? Mandelson. Déjà.
Intéressant. Qui était à Bruxelles, qui était un haut commissaire à Bruxelles, qui a fait la guerre de la banane, qui était celui qui s'occupait de tout cet affrontement très violent entre l'Europe, les États-Unis, etc. À l'époque, enfin, c'était déjà un personnage qui était important, qui connaissait déjà Epstein, qui était avec toute la bande Maxwell, etc. Et donc, tout ça, on voit que ces connexions sont très anciennes. Et donc, on se réveille 20 ans après, pratiquement, même plus de 20 ans après. Souvenez-vous, la mort de Maxwell, c'est quoi? C'est 1991 ou 92, du papa Maxwell. Là où finalement sa fille est rentrée dans l'affaire, elle avait le carnet d'adresse de papa, Epstein avait déjà l'argent, les deux se sont associés et ont monté cette espèce de réseau colossal et déplaçant leurs pions comme ils le voulaient. Et pour eux, le prince Andrew, c'était aussi un accès à tout un autre réseau, au réseau des familles royales du monde entier, même la Norvège. Aujourd'hui, la reine de Norvège est aussi inquiétée, la future reine de Norvège est aussi inquiétée par cette enquête. Enfin, on voit que cet ex-prince leur a donné un accès, et en échange, qu'est-ce que donnait Epstein? C'est toute la question. Donnait-il que des jeunes filles ou donnait-il de l'argent? Parce qu'on sait aussi qu'Andrew adorait l'argent. Il se plaignait de ne pas en avoir assez. Et depuis qu'il était sur son domaine de Sandringham, il vivait donc au crochet de son frère. Il était dans l'entretenait à titre privé, c'est ça? Il était sur le domaine dans un cottage, on va dire. Il n'était pas dans la grande bâtisse. Ferme, Il était une ferme. Une ferme de luxe. Une ferme royale, j'ai envie de dire quand même. Enfin bon, il se plaignait surtout que les domestiques n'étaient plus là le soir. Et ma foi, pour la tisane du soir, c'était difficile, il fallait la faire toute seule. Bon, Ziad, un dernier mot sur ce thème. On l'a dit, le dévoilement de ces documents va prendre énormément de temps. On évoquait Ghislaine Maxwell il y a quelques instants. Pour l'instant, elle ne parle pas. Là aussi, ça entretient pas mal de mystères et de théories du complot. Elle négocie sa liberté, mais sa survie en même temps. Mais c'est chaud pour elle, c'est dangereux, parce qu'elle détient. Si quelqu'un de vivant détient les secrets atomiques, c'est elle. Donc est-ce qu'elle n'est pas mieux dans sa prison de luxe, parce qu'on l'a mis dans une prison de luxe? 20 ans, j'en sais pas. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est j'écoute les réactions des gens. En fait, les gens sont sidérés par la forme d'entre-soi des élites mondiales, entre guillemets, pour reprendre le discours un peu comme ça, des élites mondiales dans cette affaire. C'est-à-dire que les gens savaient, mais bon, après tout... c'était une autre époque. C'est notre époque, c'est une histoire. Puis, donc voilà, et tout ça, c'est l'argent, le sexe, le pouvoir qui circule, et les gens regardent ça comme complètement stupéfaits en disant, mais ça se passe aujourd'hui. Au XXIe siècle, c'est pas si vieux, hein. Lui, il est mort en 2010. Et ça alimente les populismes, c'est ça le danger. On le voit même en Angleterre, ça alimente les populistes. En tout cas, l'arrestation d'Andrew a été accueillie avec pas mal de soulagement par la rue britannique. Mais certains en profitent. Et certains en profitent. Éric, c'est l'heure des dessins, me dites. Oui, alors avant de lâcher les dessinateurs sur ce pauvre prince, j'ai deux dessins qui vont dézoomer un petit peu pour rebondir un peu sur ce que disait Ziad. Un premier dessin du dessinateur Chapat, pas mal, qui pose la question, et je pense que la réponse est dans la question. Et un second dessin, alors je vous passerai rapidement puisqu'il est... Donc c'est l'île de Jeffrey Epstein. L'île de Jeffrey Epstein et, d'après ce qu'on peut en voir, la planète Terre. Entière. Cette semaine, c'est l'Angleterre. La semaine dernière, c'était la France. Et un second dessin du dessinateur algérien Dilem, qui reprend l'image en cadenassant de moins en moins de pays. Et effectivement, les États-Unis sont toujours en noir. Alors, passons donc au cas Andrew. Un premier dessin, donc on va y aller palier par palier, comme disait Thomas. Un premier dessin qui nous vient de Syrie, de Fares Garabet. Avec l'image du prince et de la grenouille qui, je trouve, est très bien retournée là. Prince Andrew, after the Epstein scandal. Donc là, c'est le prince qui se transforme pour une fois en grenouille après le baiser d'Epstein. Un second dessin qui nous vient cette fois-ci de Kroll, de Belgique, où là, c'est plus seulement le prince, mais la royauté et l'héritage même de la royauté et la pauvre reine Elisabeth. Qui voit ce qui se passe, une seconde Annus Horribili, où elle ne sait plus quoi dire, la pauvre. Et un dernier dessin que j'ai fait pour l'émission ce matin, pour le plaisir de croquer Andrew.
L'Angleterre a perdu une autre icône, voilà, un séducteur, Un autre James un Bond. financier séducteur. Merci beaucoup, Eric, pour cette contribution très personnelle. Et merci aux autres dessinateurs pour ce premier thème. Deuxième thème ce soir, je le disais, la première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump à Washington, créé, on le sait, pour superviser officiellement la reconstruction de Gaza, composé de 47 pays, dont seulement certains sont membres à proprement parler de ce Conseil. L'Union européenne y est observatrice. La Maison-Blanche a annoncé 7 milliards de dollars d'aide pour Gaza et l'envoi de milliers de soldats dans le cadre d'une force de stabilisation dans un contexte, on le sait, où les violations du cessez-le-feu sont quotidiennes. On va écouter Donald Trump lors de la session inaugurale de ce Conseil. Je pense que les Nations Unies seront beaucoup plus fortes et que le Conseil de la paix supervisera en quelque sorte l'ONU et veillera à son bon fonctionnement. Mais nous allons renforcer les Nations Unies. Nous allons nous assurer que leurs installations sont en bon état. Si elles ont besoin d'aide, notamment financière, nous leur apporterons notre soutien financier et nous veillerons à ce que les Nations Unies soient viables. Ziad, renforcer vraiment les Nations Unies ou être un concurrent direct des Nations Unies? Il vient de dire en 2 phrases tout et son contraire. Il dit on va remplacer les Nations Unies, mais on va renforcer les Nations Unies dans un monde béni. Alors expliquez-nous. Non, l'idée quand même, elle est claire. C'est dans la logique des discours trumpiens, mais aussi des discours de Marco Rubio, mais aussi des discours de J.D. Vance, qui prouve quand même qu'il y a quand même une doctrine. Les États-Unis sont les maîtres du monde, donc vous n'allez pas nous casser les pieds avec vos organisations diverses et variées. On fait ce truc de la paix qui officiellement doit s'occuper de Gaza, mais quand on regarde les discours, on s'est aperçu qu'en fait, C'est Gaza, tous les conflits du monde. c'était bon, certes, on va faire une Riviera, on va mettre de l'argent, ça va être sympa. Et donc, c'est vraiment une vision du monde et qui est très choquante. Encore une fois, je parlais tout à l'heure des opinions publiques, parce qu'on les oublie, mais les gens regardent ça d'abord. À part quelques-uns, ce n'étaient pas des gens très recommandables sur le plan de la démocratie, des libertés. Il n'y a pas de femmes. Il n'y avait personne des Gazaouis ou un représentant de cette autorité. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas entendu. Enfin, c'est passé à l'as. Les gens voient une Amérique impériale qui fait son cinoche en plus, avec un président qui dit tout, le contraire, change d'avis, parle du documentaire de sa femme. Enfin, ça a l'air... Mais la musique qu'il aime oui, aussi. ça a l'air anecdotique, mais au fond, c'est aussi, excusez-moi du mot et adieu mon visa américain, c'est beaucoup de mépris. C'est un mépris pour les gens qui regardent ça qui est assez impressionnant. Effectivement, Thomas, énormément de personnalités, alors toutes acquises à Donald Trump, mais beaucoup issues de pays autoritaires en leur sein. Et à cet égard, que penser de la présence quand même, à titre d'observateur, de l'Union européenne, qui a quand même pas mal fait débat cette semaine? Ça, c'était une mauvaise surprise, si je puis dire, parce que il y a des réactions très vives, je crois, de la part des Français, mais pas seulement. Qu'est-ce que venait faire cette commissaire, je crois, pour la Méditerranée, la question méditerranéenne qui était là? Est-ce qu'elle est venue en service commandé ou elle est venue de son propre chef? Difficile d'imaginer qu'elle soit venue de son propre chef, quand même. C'est la commission qui... Mais c'est quand même très étrange, alors que l'Union européenne avait au départ dit qu'elle ne voulait pas s'engager dans cette voie-là, dans ce ils n'ont pas envoyé Kaja Kallas, quoi. Voilà, c'était quand même un second couteau, on peut dire, mais malgré tout, c'est vrai que ça fait désordre. Je crois que... Ça envoie quoi comme message par rapport justement à positionnement par rapport à Donald Trump? Justement, je trouve que ça donne une impression un peu de chaos, de désordre côté européen, parce que c'est vrai qu'il y a certains pays, je crois que l'Italie est venue en tant qu'observatrice, la France a tout de suite dit qu'elle n'en serait pas, je crois que, alors c'est pas l'Union européenne, mais le Royaume-Uni aussi a pris ses distances, mais disons que les Européens qui sont sous la pression des Américains, de l'administration de Trump, et puis de l'autre, de Poutine, avec ses missiles qui frappent quotidiennement l'Ukraine et qui mettent l'Europe sous pression, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'afficher de telles divergences lors de ce Conseil de la paix qui est totalement surréaliste, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vient de dire, Ziad, on ne voit pas à quoi sert véritablement ce Conseil de la paix. On a l'impression que Trump, il dirige le monde, il veut diriger le monde et qu'il a besoin quand même d'un petit vernis, d'avoir quelques pays, de montrer qu'il est quand même pas tout seul, même si c'est le maître du monde. Mais je trouve que c'est extrêmement dangereux. Il joue avec le feu d'affaiblir les Nations Unies de cette manière-là. Entouré de pays qui lui disent tous Amen.
Alors, la position de la Commission européenne, c'est bien elle qui a décidé d'envoyer son observateur, a effectivement posé de gros problèmes parce que tout le monde a protesté à l'intérieur, dans les couloirs, soyons tranquilles, pas ouvertement, dans les couloirs, sur le déplacement de cette dame. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre deux choses. Un, que la Commission est toujours dans la logique d'Ursula von der Leyen, qui est de ne pas fâcher le président américain. Et donc de faire en sorte que, on a dit qu'on était contre, mais enfin quand même, on y va, on est contre à moitié. Donc ça montre déjà que la position de la Commission européenne par rapport à Donald Trump a peu évolué. On ne veut pas le fâcher. Ça montre aussi que nous sommes divisés, puisqu'il y a des pays qui sont carrément la Hongrie, la Slovaquie. Il y en a d'autres comme l'Italie qui envoient des observateurs. Il y en a d'autres qui, comme la Bulgarie, voulaient être, parce qu'il y avait un représentant bulgare qui allait être nommé dans un des comités directeurs de ce comité pour la paix. Et puis ça crée un tel problème en Bulgarie que le président bulgare ou le Premier ministre s'est rétracté et a envoyé un second couteau. Enfin, néanmoins, il était là. Donc, ça montre que l'Europe, et comme l'a dit très justement Thomas, est très divisée sur cette question-là, à part les pays traditionnels, qui sont l'Espagne, la France, l'Angleterre, même l'Allemagne, etc. Donc, deuxième chose, on est totalement divisé. Et troisièmement, on est divisé parce qu'on se pose quand même tous une question, en tout cas ceux qui ne veulent pas, à quoi sert ce comité pour la paix, dans la mesure où il n'a, en ce qui concerne la paix à Gaza, aucun plan d'avenir. Il y a vaguement une petite mention à part des plans futuristes présentés à Davos par Jared Kushner. Voilà, qu'à terme, on pourrait peut-être évoluer, quand tout sera réglé, vers un État palestinien dont ne veulent absolument pas les Israéliens. De toute façon, on l'a parfaitement compris. Donc on n'est même pas encore, avec ce comité pour la paix, réuni dans le bâtiment américain de Trump pour la paix. Parce qu'au départ, c'était l'Institut américain pour la paix qui est devenu l'Institut de Donald Trump pour la paix. Oui, donc, mais son nom partout, dès qu'il s'agit d'initiatives de paix. Donc, ils sont tous réunis ici, mais ce sont effectivement des régimes illibéraux et qui ne sont pas capables pour l'instant même d'enclencher la phase 2 du plan pour Gaza. En fait, il y a une partie des gens qui sont là, qui ont une attitude assez pragmatique et rationnelle, je pense aux Qataris, etc., qui est de faire avancer comme ils le peuvent. Ils sont engagés sur 7 milliards. Oui. Ça ne veut rien dire, 7 milliards. C'est 70 milliards dont on a besoin. Et les engagements ne sont pas de l'argent déboursé. Certes. Je finis. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie des acteurs qui sont là véritablement pour la stabilisation du Moyen-Orient, du processus Gaza, en se disant il vaut mieux être du côté de Trump que ne pas être du côté de Trump. Et il y a le fan club dont tu parlais, dont j'espère qu'on va en virer un dans quelques semaines, qui est Orban, qui vient parce qu'ils se disent que c'est le moyen d'être dans les cartes de Donald Trump. Sur l'histoire européenne, je pense que vous l'avez dit tous les deux, ça illustre largement les divisions européennes sur comment être par rapport aux États-Unis. Et ça pose un petit problème juridique, parce que certains disent elle n'avait pas le droit, si c'est von der Leyen, ce n'est pas de sa compétence de prendre une décision de ce type, c'est la compétence des chefs d'État et de gouvernement, parce que la politique étrangère, c'est Callas, etc. Et donc il y a une discussion aussi, et je pense que dans le viseur d'une partie de l'Europe, il y a maintenant Madame von der Leyen, qui est perçue comme une atlantiste, mais qui est relativement soutenu par le nouveau chancelier aussi, parce que lui aussi, il joue... ils ont décidé, vous avez suivi cette histoire d'avion commun, mais qui veut dire beaucoup de choses. On va racheter le SCAF, finalement, on va prendre des F-35. Donc les Allemands aussi n'ont pas fondamentalement acté la nouvelle Europe que les Français et les Espagnols en particulier essayent de mettre en route, parce qu'on a peur du vide et la guerre en Ukraine. Quand même, alors là c'était pour le Proche-Orient, Gaza, il faut quand même qu'on parle de ces rumeurs persistantes d'intervention peut-être imminente en Iran par Donald Trump, qui a encore dit aujourd'hui que potentiellement ça pourrait être beaucoup plus rapide que ce qu'il avait dit encore hier. Il parlait de 10 à 15 jours, là il dit voilà, tout est encore ouvert avec cette présence, Thomas, d'une armada absolument impressionnante et même inédite, je crois, depuis la guerre en Irak, dans la région, tant dans le naval, l'aérien.
Votre regard là-dessus? Oui, parce que je crois qu'il y a un deuxième porte-avions, je ne sais pas s'il est Absolument. déjà arrivé sur zone, Oui, mais, c'est déjà le cas. Ouais. mais effectivement, il y a, comme dit Donald Trump, une magnifique armada qui est déployée dans la région, autour du Golfe, autour de l'Iran. Mais là aussi, comme tout à l'heure disait Ziad, il dit tout et son contraire sur le Conseil de la paix, mais aussi sur l'Iran. D'un côté, il dit oui, on va arriver à un accord, on est prêt à négocier, etc. Et puis maintenant, on n'a que 10 jours pour un ultimatum de 10 jours, mais je crois que ça va le faire. Enfin bon, de toute façon, c'est l'imprévisibilité, c'est une méthode de négociation pour Donald Trump, déployer une armada pour faire pression sur les Iraniens. Mais je trouve que c'est assez opaque, en fait, ce qui se passe quand même, parce que les Iraniens disent eux-mêmes qu'ils vont continuer à enrichir, que Donald Trump n'a pas demandé à l'administration on sent quand même dans les dernières américaine. déclarations une fébrilité du côté du régime qui dit on va trouver un accord hyper rapide. Eh oui, parce que c'est vrai qu'ils sont ils sont dans un vrai état de faiblesse. Il y a eu ce massacre, ces émeutes suivies d'un massacre innommable il n'y a pas si longtemps. Donc on voit bien que le régime est extrêmement fragile. Si jamais il y a des frappes, est-ce qu'il peut s'effondrer ? Là, franchement, je ne sais pas si on peut abattre un régime uniquement avec des frappes aériennes. Est-ce que là aussi, Donald Trump a un plan B ? Est-ce qu'il y a une force sur place qui pourrait prendre le relais du régime des Mollahs s'il s'effondrait ? Tout ça est très, très... On est dans l'inconnu. Mais on voit bien en tout cas qu'il met un maximum de pression militaire pour obtenir quoi ? Est-ce que les Iraniens, il faut qu'ils aient une porte de sortie ? Enfin, je parle du régime, en tout cas en termes de négociation. S'ils renoncent totalement au nucléaire et s'ils renoncent à leur programme balistique, ils sont complètement... le régime s'effondre. Très rapidement. Ouais, alors il faut simplement savoir qu'est-ce qui est prêt à abandonner le régime et qu'est-ce qui est prêt à accepter Donald Trump. Est-ce qu'il est prêt à accepter un deal, un petit deal qui reviendrait à ce qu'avait signé Obama, mais il s'en moquera, il dirait que c'est une grande victoire. Et est-ce que les Iraniens sont prêts à accepter juste un peu de nucléaire et ils sont très astucieux. Ils viennent d'offrir à Donald Trump ce soir la possibilité de faire des investissements en matière pétrolière, en matière économique. Enfin, ils sont en train de racheter les 150 Boeing, etc. Donc ils sont en train d'ouvrir le pays à l'économie américaine. Est-ce que c'est juste pour gagner du temps ? On ne sait pas. Tout est possible ce soir. C'est ce qu'on verra. Éric, les dessins sur ce deuxième thème. Oui, très large. Alors je vais essayer de répondre à la question tout aussi large qui est celle qu'a posée Patricia. À quoi sert le Conseil ? Alors un premier dessin va essayer d'y répondre de manière, on va dire, humoristique si la situation n'était pas aussi tragique. Un dessin de Niels Boyesen qui nous vient du Danemark. Voilà. Il a en gros le Board of Peace ou le Conseil de paix et le joujou de Trump. Alors là, il joue sur le double sens de board en anglais qui est à la fois la planche de surf et le Conseil. Ça ressemble à une mèche de cheveux de... C'est une des mèches de cheveux, je pense que c'est la mèche postérieure, vu sa courbe. Un second dessin qui nous vient des Pays-Bas, de Maarten Volterink, qui lui rappelle que c'est aussi potentiellement une initiative mercantile, ce Conseil de la paix, avec un produit dérivé qu'il a imaginé, qui est un calumet de la paix, qui souffle malheureusement quelque chose qui ressemble fortement à un champignon atomique. Voilà, donc ou un joujou ou un objet mercantile. Et un troisième dessin qui nous vient à nouveau de Syrie, du même dessinateur Garabet, puisqu'en effet, en Iran, il tente à dire, ou en tout cas ce dessinateur tente à dire ou tente à poser la question, qu'est-ce que veut Trump en Iran ? Comme le disait Patricia à l'instant, est-ce que c'est une captation de richesse ou des accords purement commerciaux, tout en laissant le régime des mollahs en place ? Donc, je trouve que c'est assez bien résumé dans ce dessin qui ouvre à la fois d'autres questions sans y répondre définitivement. Il est de plus en plus orange. Hein. Il est de plus en plus orange, effectivement. Mais toujours aussi blanc comme neige sur l'affaire Avni. Et un dernier dessin, alors un peu moins drôle, mais qui je pense, qui clôt bien le débat sur Iran. Tout ça se passe effectivement sur le dos ou sur les ossements ici pyramidaux de dizaines de milliers potentiellement d'Iraniens et d'Iraniennes massacrés début janvier.
Merci beaucoup Éric pour ces dessins. Les derniers thèmes d'une semaine dans le monde ce soir, le rapprochement stratégique entre la France et l'Inde. Cette semaine où Emmanuel Macron s'est rendu pour signer un accord de libre-échange à l'occasion notamment du sommet international sur l'intelligence artificielle. L'Inde, on le sait, a approuvé l'achat de 114 Rafales à la France, voire 145 selon en tout cas la Tribune dimanche. Et tenté aussi de promouvoir un modèle d'IA qui ne soit ni dépendant de la Chine ni des États-Unis. On va écouter tour à tour Emmanuel Macron et Narendra Modi. Nous prouvons qu'il est possible de développer une industrie de l'IA compétitive en protégeant les données de vos citoyens. Et contrairement à ce que certains amis mal informés ont pu dire, l'Europe ne se concentre pas aveuglément sur la réglementation. Le modèle d'IA qui est réussi en Inde peut être déployé à l'échelle mondiale. Je vous invite tous à concevoir et développer en Inde pour offrir au monde entier, pour offrir à l'humanité. Alors, on va reparler, Patricia, de l'IA précisément, mais tout d'abord sur ce partenariat stratégique. Alors, il est renforcé aujourd'hui à l'ère Trump, mais il ne date pas d'hier. C'est l'aboutissement de 20 ans de rapprochement. Oui, mais ce partenariat stratégique, il y a plusieurs volets dans ce partenariat stratégique. L'Inde a toujours voulu avoir... le modèle indien n'est pas le multilatéralisme, c'est des alliances qui sont faites en fonction des intérêts de l'Inde. Donc, on est allié avec la Russie pour avoir des armements, des avions, et c'était le principal fournisseur. On est allié avec les Américains pour aussi avoir des armements, etc. Et on est aussi allié avec les Français parce que ça nous permet de diversifier nos alliances. Et avec chacun, on signe des partenariats. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, alors, l'Europe et les Français, effectivement, marquent des points actuellement parce que le partenariat se renforce, effectivement, sur le plan militaire, se renforce sur le plan économique, puisqu'il y a un accord de libre-échange qui est signé avec l'Union européenne, l'agriculture mise à part. Mais en même temps, sur le domaine essentiel et qui va être demain la seule façon pour l'Europe, à mon avis, de s'en sortir, c'est-à-dire faire des progrès majeurs dans le domaine de l'IA, eh bien, l'Inde, on n'en parle pas beaucoup, vient de rentrer dans une espèce d'entente stratégique sur l'IA avec les Américains et pas avec nous. Donc, vous voyez, ça montre effectivement que l'Inde joue avec plusieurs cartes, a plusieurs cartes dans son jeu, et ces cartes, elle va là où est son intérêt, et elle a très bien compris sur le domaine de l'IA, il valait mieux pour l'instant être allié avec les Américains, et pour nous, pour l'Europe, eh bien c'est un gros problème parce qu'il aurait mieux valu que l'Inde se tourne vers nous en ce qui concerne l'IA. Mais alors qu'elle disait aussi, qu'elle montrait la volonté de vouloir être une troisième voie quand même entre les États-Unis et la Chine dans ce domaine. Non, mais il y a une émergence de l'Inde puissance, ça c'est très clair, je pense qu'on le voit depuis plusieurs années. Après, c'est très ambigu. Ils sont devenus assez costauds en termes de com, les Indiens. Oui. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'est un régime quand même illibéral dans sa nature, qui progressivement a réduit toutes les avancées de la plus grande démocratie du monde en nombre de votants. On a oublié les problèmes confessionnels, on a oublié toutes sortes de choses parce que, et c'est un peu cynique, parce que l'Inde, c'est aussi un marché de 1 milliard et quelques d'habitants qui sont, pas tous, mais une grande partie, pas tous, et une partie d'entre eux sont devenus des consommateurs de biens, de services, etc. Et donc, ça intéresse tout le monde. Après, je vous parlais d'ambiguïté, parce que c'est aussi un pays pauvre, c'est aussi un pays qui reste en conflit très affirmé avec ses voisins, que ce soit le Pakistan, que ce soit la Chine. C'est un pays dont les plus brillants fils sont partis aux États-Unis prendre les mains du monde de la tech, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne sont pas restés en Inde. Ça veut dire qu'ils ont quand même un problème, et c'est là que je suis moins... Et c'est là que je parle qu'il y a beaucoup de com chez Modi, quand il dit l'Inde va être le centre de l'intelligence artificielle. Non, je parlais de Modi. C'est les États-Unis. Donc il y va fort pour dire venez vers nous parce qu'on va être central. On va voir qui va être central. Ça c'est pour. Et puis je pense aussi que c'est une manière pour nous aussi Français de voir qu'on existe quand même un petit peu malgré tout. Parce que ça c'est du Macron pur jus. L'Inde, la Chine. Aller les voir, créer des liens, ouvrir des marchés, être sur il en rajoute dans l'affection, mais ça marche bien visiblement. Donc c'est aussi, moi je trouve que c'est un signal de cette France puissance médiane, intermédiaire, qui peut trouver
des passages pour exister, pour amener aussi une manière d'être française au monde et qui est pas négligeable. Et pour trouver donc des débouchés économiques, hein, comme le dit Ziad. Mais oui, parce c'est que ça l'enjeu principal. Et oui, l'Inde, c'est un marché gigantesque. Ça fait penser un peu à ce qu'était la Chine à un moment donné, où tout le monde se précipitait en Chine quand on voyait que la Chine émergeait. Et puis après, on en est un peu revenu parce qu'on a vu que les Chinois avaient réussi à renverser le rapport de force. Là, on vend des Rafales à l'Inde, mais comme ça a été dit, en fait, l'Inde, elle joue sur tous les tableaux. Elle continue à se fournir aux côtés russes. Je trouve que ça, c'est un des angles morts sur ces partenariats stratégiques, par exemple, entre... 60% de son équipement militaire vient de la Russie. Vient de la Russie. Oui, mais c'est l'héritage aussi. Ça. Oui, oui. Mais elle continue à se fournir. Une des questions, c'était faire pression sur l'Inde pour que... elle arrête d'acheter du pétrole aux Russes, par exemple, et donc de. Ça, la pression est venue de Donald Trump avec au final 18% de droits de douane quand même. Et Emmanuel Macron a dit, je crois, qu'il faut un moratoire sur les frappes. Il parle des frappes sur l'Ukraine, donc pour pas attaquer directement frontalement l'Inde en disant vous soutenez en fait l'effort de guerre russe, mais ça revient à ça. Et en fait, Modi, donc il y a ces mamours entre les deux hommes, ce cœur là fait avec l'IA, justement, on revient à l'IA. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc l'Inde achète des Rafales, mais après, d'un point de vue stratégique, elle ne remet pas en question son partenariat avec la Russie. Et rapprochement donc stratégique, on l'a dit, au prix on ferme les yeux sur les dérives autoritaires du Premier ministre Narendra Modi, la discrimination notamment contre sa population musulmane, plus que des citoyens de seconde zone aujourd'hui. Oui, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Hein. On ferme les yeux, comme vous le dites très justement. Ça dépend les pays. Hein. Sur le plan. C'est justement ce qu'on nous reproche en Occident, d'avoir une analyse à géométrie variable. Mais on ferme les yeux effectivement sur le plan des mœurs, sur le plan de la religion, sur le plan des libertés, sur le plan de la répression féroce qui s'abat sur certaines minorités. Mais on autorise aussi quelque chose. Enfin, il va falloir voir comment ce contrat sur les avions va se passer, parce que les Indiens veulent du transfert technologique. Déjà, il y a une chaîne d'assemblage de fuselage des avions qui vont être faits en Inde. Ça ne s'était encore jamais fait. Alors, vous me direz que l'assemblage de fuselage et les fuselages, c'est pas le logiciel informatique qui reste français. Mais enfin, néanmoins, pour vendre, on fait beaucoup d'efforts. Alors, c'est que 90 avions qui pourraient être fabriqués en Inde. Enfin, c'est quand même... Il y a des transferts technologiques qu'il faut quand même... je pense qu'en échange de ces transferts technologiques, en plus, pour séduire les Indiens, on serait prêt à acheter des roquettes. Enfin, on a des vieilles d'un système d'armement qui vieillit, et on serait prêt à leur acheter peut-être un système d'armement moins efficace que d'autres qui sont en Europe ou qui sont en Corée, etc. Donc, on est prêt à beaucoup de choses pour faire cocorico. Et donc, il faut quand même garder raison, même si je suis d'accord avec Ziad. On marque des points et c'est bien d'être... Ziad, un tout dernier mot rapide avant les dessins. C'est le monde qui vient. C'est une des attitudes de tous ces chefs du monde occidental vis-à-vis de ces géants. C'est le monde qui vient. Il n'y a pas de discussion. Ça ne va pas changer. Ils sont 1,2 milliard. Ils vont s'enrichir. La Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, certains pays d'Afrique, c'est ce qui vient vers nous. Donc ceux qui explorent ça en essayant de créer du mieux possible certains partenariats, ils le font au mépris, peut-être, d'un certain nombre de problématiques de droits de l'homme, mais ça, c'est pas nouveau dans l'attitude de... C'est bien ce qu'on reproche à l'Occident. Allez, standard. Éric, les dessins. Alors, pour finir, 3 dessins. Je vous avoue que la visite de notre président en Inde est passée un petit peu inaperçue, une semaine un petit peu dense par ailleurs. Alors, j'ai sélectionné quand même 3 dessins qui le traitent, mais plutôt en décor qu'en sujet. Donc, un premier dessin du dessinateur français Lacerpe. Pendant ce temps en Inde, Macron vend des Rafales. Et en France, on les encaisse. Une semaine très compliquée du point de vue 37 jours consécutifs d'intempéries. Oui. Et ça continue. Un second dessin, ou un second de 2 dessins qui va là se focaliser sur l'IA, qui est un sujet cardinal pour l'humanité, mais particulièrement pour les dessinateurs de presse. Un premier où on voit le président tenir son discours au sommet de l'IA. Mon discours a été rédigé par ChatGPT, dit-il. Alors je vais demander à Alexa de vous le lire. Peut-être la prochaine fois. Et un dernier dessin du dessinateur français Rodot. Je vais vous laisser avec une image un peu dystopique, mais qui résume un petit peu l'impression de béatitude, de biatitude peut-être, pour faire un petit jeu de mots pour clôturer.
vis-à-vis de développement de l'IA et des accords qu'on peut mener avec les États-Unis. Le monde qui vient, comme c'est le monde qui vient, effectivement. Qui est déjà là. Merci beaucoup Éric, merci à tous les dessinateurs de presse d'avoir participé à cette émission. Merci Ziad, Patricia, Thomas également pour votre participation. Cette émission est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous, prochain point sur l'actualité dans quelques minutes.